Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Direction le Vatican, où le pape François fait face à une opposition de plus en plus virulente. Le clan conservateur de la Curie, le gouvernement du Saint-Siège, lui reproche une vision de la doctrine catholique trop laxiste, notamment sur la place faite aux couples homosexuels dans l'Église, couples homosexuels qui viennent d'ailleurs d'obtenir le droit à la bénédiction hors liturgie, une vraie révolution. Bref, on s'écharpe dans les couloirs du Vatican entre partisans de la modernité et tenants de la tradition. Natalia Mendoza est notre correspondante à Rome. Natalia, vous avez enquêté sur ce conflit interne qui prend beaucoup d'ampleur. Le pape François se trouve sous le feu croisé dans une église tiraillée entre progressistes et conservateurs avec un défi majeur, celui de maintenir l'unité d'une communauté d'1,3 milliard de catholiques dans le monde. Une tâche très difficile alors qu'on assiste à une escalade des milieux ultra-conservateurs avec des critiques virulentes contre la gouvernance de François, notamment depuis la mort de Benoît XVI fin 2022. Les pressions sur l'actuel pontificat se sont accentuées avec un objectif, pousser François vers la sortie, vers la renonciation. Le pape argentin pour l'instant résiste et montre qu'il reste aux manettes tant que sa santé lui permet de continuer à guider l'Église catholique. Alors Vatican, bras de fer à la Curie, on découvre votre reportage Natalia réalisé avec Colline David et Bernard Bédarida. On vous retrouve juste après. « 22 septembre 2023. Le pape François s'envole pour Marseille. Avec lui, une soixantaine de journalistes du monde entier. Des spécialistes du Vatican, tous d'accord sur un point. Le pontificat est entré dans une zone de turbulence. On sent qu'on est plutôt vers la fin du pontificat et donc on sent que se joue depuis quelques mois une bataille autour de la succession de François. La succession de François, ça veut aussi dire l'héritage de François, c'est-à-dire que va devenir ce qu'a fait ce pape pendant ce pontificat. Une sorte de campagne électorale a commencé. Vous savez, le Vatican, c'est une monarchie élective de droit divin, et donc il faut élire un souverain, il faut élire un roi autour d'un conclave. Crucial, cette bataille électorale oppose deux camps. Les traditionalistes conservateurs, de plus en plus défiants, et les réformistes, plus proches du pape. Reçu avec tous les honneurs d'un chef d'État, après 10 ans de pontificat, le pape François choisit chaque déplacement avec soin. Ce 44e voyage apostolique est centré sur un thème qui lui est cher, l'accueil des migrants en Méditerranée. Les morts en mer ne sont pas des numéros. Ce sont des noms et des prénoms. Ce sont des visages et des histoires. Ce sont des vies brisées et des rêves anéantis. Les personnes qui risquent de se noyer doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, de civilisation. L'artisan de cette visite, c'est lui, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Homme de confiance du pape, il partage avec le pontife le souci du sort des exilés. Face au mémorial des migrants disparus en mer, François marque une fois de plus son engagement, que certains jugent trop politique. Le rôle du pape n'est pas d'être très populaire, de plaire aux conservateurs ni aux progressistes, c'est de nous rappeler le message de Jésus. Il y a des gens qui s'opposent à lui et dès que le pape n'a pas leurs idées, ils commencent à dire que le pape il a perdu le nord, que peut-être c'est pas un vrai pape, qu'il s'égare. De retour au Vatican, 364 membres de l'Église catholique ont répondu à l'appel du pape. Un synode, l'équivalent d'un immense atelier de réflexion.
Pendant 3 semaines, des évêques, des prêtres, mais aussi pour la première fois des laïcs, hommes et femmes, participent au débat sur l'avenir de l'Église. Car des réformes structurelles sont de plus en plus réclamées par les catholiques du monde entier. Il faut instaurer des changements dans l'Église. Il le faut. Par exemple, que les prêtres puissent être en couple ou se marier. C'est important. Cela résoudrait beaucoup de problèmes dans l'Église. Je n'ai pas vraiment l'impression de voir les avancées qu'on devrait voir en ce qui concerne la place des femmes dans l'Église. Des demandes qui sont remontées jusqu'aux plus hautes instances de l'Église. Aujourd'hui, on a des situations qui suscitent des interrogations. Nous devons répondre à ces interrogations à travers la foi. Et donc, la tradition doit avancer de façon dynamique. Elle ne doit pas rester statique. C'est grâce à ça qu'on pourra fournir de nouvelles réponses à de nouveaux problèmes. Et c'est là que tout se complique. Certains sujets considérés jusqu'ici tabous sont abordés, comme la place des femmes dans l'Église ou l'accueil des minorités sexuelles. Pour le camp des ultraconservateurs, l'heure de la révolte a sonné. Dans ce théâtre romain, à quelques mètres de la place Saint-Pierre, plusieurs cardinaux expriment publiquement leur défiance. De graves erreurs proviennent de l'intérieur même de l'Église. Les brebis dépendent du courage de leurs pasteurs, qui doivent les protéger du poison de la confusion, de l'erreur et de la division. Un jugement que partage une frange significative de catholiques pratiquants. Nous souffrons à cause de cette confusion qui envahit l'Église en ce moment. Les thèmes dont on parle, les femmes prêtres ou le célibat des religieux, tout ça, ce n'est qu'un cheval de Troie pour nous faire accepter l'arrivée des LGBTQ. Et nous pensons que c'est ça qu'ils cherchent à faire dans ce synode. Pour Dario et Andrea, un couple homosexuel catholique qui élève leurs 3 enfants à Rome, ce rejet est incompréhensible. Les couples gays et lesbiens catholiques existent. Quand ils commencent un projet de vie commune, comme pour tous les autres couples, c'est important pour eux d'avoir un moment pendant lequel la communauté catholique accueille officiellement leur union de couple. On bénit un enfant, une voiture, une maison. Alors pourquoi on ne peut pas bénir un couple qui lance un projet de vie ? Militant, Andrea a écrit au pape il y a quelques années. Et à sa grande surprise, le pontife l'a appelé au téléphone. J'ai demandé au pape s'il pensait qu'il y aurait la disponibilité de la part de la communauté catholique d'accueillir nos enfants. Il m'a répondu positivement. Comme chaque dimanche, Andrea et Dario vont à la messe dans leur paroisse, où leurs enfants assistent le prêtre. Pour nous, c'est très important de venir, car j'ai toujours pensé que la foi doit se vivre en communauté. C'est quelque chose qu'on partage et qu'on ne doit pas vivre seul. Et donc c'est très important pour toute notre famille. Pendant longtemps, les personnes homosexuelles ont été contraintes de vivre leur foi cachées des regards. Maintenant, il est temps qu'elles puissent fréquenter les communautés. Dans une lettre publiée cet automne, le pontife invite à rechercher des formes de bénédiction qui pourraient répondre aux demandes des couples homosexuels. Nous ne pouvons pas être des juges qui ne font que nier, rejeter, exclure. Cette ouverture a fait l'effet d'un coup de tonnerre.
Le camp traditionnaliste y voit un danger pour les fondements de l'Église. On n'accepte jamais qu'on bénisse une union homosexuelle. Ça va en contre la volonté de Dieu, ça va contre ce qui est indiqué clairement dans la Bible. Alors s'il ouvre cette porte et permet, on a une permission de faire des bénédictions de couple homosexuel, ça signifie que le péché dans le domaine sexuel a changé. Le pape n'est pas le maître de la doctrine, il est le serviteur de la doctrine. Il doit être défendre la foi, pas le démanteler. Il est en train de démanteler la foi. Dans ce sens, oui, c'est parce que si on indique que c'est bien pour les homosexuels de vivre en couple, et ça implique bien sûr des relations corporelles, ça signifie que c'est pas péché, la sodomie? Non, absolument, ça continue d'être dans le catéchisme, dans la Bible. La fracture entre conservateurs et réformistes est désormais ouverte et chaque camp regroupe ses forces pour que le prochain pape défende sa vision de l'Église. Bonsoir, Éminence. Aujourd'hui, le champion de l'aile traditionnaliste, c'est lui, le cardinal guinéen Robert Sarah. Il réfute être l'ennemi du pape, mais conduit une campagne très critique. Aujourd'hui, une vraie cacophonie règne dans l'enseignement des pasteurs, évêques et prêtres. La crise de l'Église est entrée dans une nouvelle phase, la crise du magistère. Face aux conservateurs, plutôt dogmatiques, le pape François est à la manœuvre. Une fois par an, sur la place Saint-Pierre, il crée de nouveaux cardinaux. Cette année, ils sont 21. Parmi eux, Monseigneur François Bustillo. À 56 ans, il est parmi les plus jeunes prélats à atteindre le sommet de la hiérarchie catholique. C'est une joie pour la France, c'est une joie pour l'Église, c'est une joie pour moi, c'est une joie pour la Corse. On a besoin des moments de joie et moi j'ai vécu la célébration comme un engendrement. Voilà, l'Église a donné de nouveaux cardinaux pour l'Église. Non pas pour être plus et plus beau, mais pour être meilleur et pour donner le meilleur de nous-mêmes pour l'Église et pour le monde. L'Espagnol José Cobo fait également partie des nouveaux cardinaux de cette année. Sa carrière est fulgurante. En 3 mois, il a été nommé archevêque de Madrid, puis cardinal. Il partage la vision d'une Église ouverte aux minorités que défend le pape François. La mission de l'Église est pour tous. Et l'Évangile nous dit de nous ouvrir à tous et porter l'espoir de Dieu à tous ceux qui en ont besoin, quelles que soient les étiquettes collées par la société. Cette année, pour la première fois depuis le début du pontificat, les cardinaux choisis par François forment les 2 tiers du collège cardinalis qui élira le prochain pape. Tous ont un point commun. Des pasteurs de terrain, proches des fidèles catholiques. Ce sont des hommes qui parfois sont un peu loin des débats théologiques, idéologiques, dogmatiques. Et souvent, c'est des hommes qui viennent de très loin de Rome et donc sur lesquels le pape compte pour apporter une sorte de souffle nouveau dans la curie romaine et dans la chapelle Sixtine lorsqu'il faudra élire un nouveau pape. Grâce à cette nouvelle génération de cardinaux, plus jeunes que la moyenne, le pape François s'assure que le processus de réforme entamé avec lui pourra se poursuivre après la fin de son pontificat. Et on retrouve à Rome Natalia Mendoza. Natalia, on l'a vu dans votre reportage, un des thèmes de crispation, c'est les familles homoparentales et les unions homosexuelles autour de cette bénédiction que le Vatican a autorisée tout récemment. C'est un pas en avant considérable qu'il a fait, évidemment, qui provoque des crispations.
Oui, effectivement, c'est une ouverture pastorale historique. La première fois en 2000 ans que l'Église catholique autorise explicitement les bénédictions de couples de même sexe, une reconnaissance qui n'existait pas avant, en tout cas pas au niveau officiel. L'annonce s'est faite par le biais d'un document du dicaster pour la doctrine de la foi qui pose quand même quelques limites. Ces bénédictions pourront être prononcées en dehors de toute liturgie, en dehors de tout rituel, et cela pour éviter une quelconque confusion avec le sacrement du mariage. Le texte réaffirme les enseignements traditionnels de l'Église sur le mariage, une union entre un homme et une femme, dit le document. Donc pas de modification de la doctrine. Par contre, une volonté claire, celle d'ouvrir les portes de l'Église aux couples gays et de leur faire sentir qu'ils ont toute leur place au sein de la communauté catholique. Alors tout ceci pose aussi la question du successeur du pape François. L'Église est profondément divisée. Quelles sont les perspectives, Natalia ? Alors en coulisses, la campagne électorale pour le prochain conclave s'est déjà ouverte. On ignore combien de temps ça va durer. Évidemment, ça va dépendre de la santé du pape François qui a récemment fêté ses 87 ans. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le prochain conclave sera différent car pendant plus de 10 ans de pontificat, François a profondément modifié le collège cardinaliste qui élira son successeur. Il a donné une majeure représentation aux pays du Sud en voie de développement et ceci va obliger les cardinaux lors du prochain conclave à tenir compte non seulement des priorités affichées par les épiscopats européens et occidentaux, mais aussi celles des églises des périphéries du monde. Autre élément important, c'est qu'il y a une fracture entre ces cardinaux, entre anciens et nouveaux. Ils ne se connaissent pas forcément très bien. Lors du prochain conclave, ils vont devoir faire tout un travail pour faire connaissance et vraiment comprendre la vision de l'Église de chaque candidat. Voilà pourquoi il est probable que le prochain conclave sera plus long et plus complexe que les précédents. Natalia Mendoza, correspondante de France 24 à Rome. Merci Natalia, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.